Mais comment fonctionne l'Europe? C'est une question à laquelle il n'est pas si compliqué de répondre si on part du principe que ce qui est important pour un citoyen, qu'il ne faut pas prendre pour un crétin, c'est de comprendre les enjeux de la répartition des compétences entre les États membres et les institutions européennes, et puis au sein des institutions européennes, qui fait quoi et quels sont les rapports de pouvoir. Donc je propose de traiter la question en 3 points. D'abord, un mini-rappel sur les institutions françaises que ne connaissent pas toujours nos citoyens pour faciliter la comparaison. Ensuite, une présentation des institutions dans leur posture et dans leur mission. Et puis un petit développement sur la question des rapports de pouvoir. Comment fonctionne l'Europe? Comment fonctionne Bruxelles, ces fameuses institutions européennes? Oui, c'est vrai, c'est complexe et sans explication, pas évident de s'y retrouver. D'abord, une petite comparaison utile entre le système institutionnel français, pour qu'on puisse se repérer, et les institutions européennes. En France, nous sommes censés fonctionner selon le fameux principe de la séparation des pouvoirs de notre cher Montesquieu. Autrement dit, il y a le législatif avec des élus. Nous, on a un système bicaméral, Assemblée nationale, Sénat. L'exécutif, le gouvernement, qui est nommé par la majorité politique du législatif et contrôlé par elle. Et puis, notre troisième instance extraordinairement importante, c'est le législatif qui a un devoir d'indépendance. Ça paraît clair. Déjà, petite nuance, notre Constitution de 58, qui institue la Ve République, se méfiant d'un rapport de pouvoir un peu trop en faveur du législatif qui a pendant des années démis les gouvernements pendant la IVe République, a souhaité donner beaucoup de pouvoir à notre exécutif, ce qui fait qu'en fait, entre exécutif et législatif, il y a maintenant une séparation des pouvoirs qui est de moins en moins claire et une capacité du gouvernement à proposer, voire imposer, des textes au législatif. Pourquoi est-ce que je mets ça en valeur? Parce que ce qu'on reproche le plus aux institutions européennes, c'est précisément de mélanger les genres. Excepté le législatif, qui est clairement positionné, institution indépendante avec la Cour de justice de l'Union européenne, dont le rôle est d'arbitrer sur le droit communautaire, de l'interpréter pour les juridictions nationales de tous les États membres, et donc de dire la loi, eh bien ce mélange entre le législatif et l'exécutif qu'on reproche tant à l'Union européenne, c'est un peu la même chose que ce qui se passe en France. Passons aux institutions européennes. À l'origine, il y a la Commission européenne. Pourquoi je l'attaque en premier? Parce que c'est censé être le moteur de l'intégration européenne et donc elle est dotée en droit du pouvoir d'initiative. C'est la Commission européenne qui va proposer la loi européenne qu'on nomme autrement, règlement ou directive, peu importe. C'est le droit européen. Elle élabore des textes, on reviendra peut-être quelques minutes dans quelques temps sur la manière dont elle le fait, car c'est intéressant. Et lorsque le texte est élaboré, sous forme de proposition, elle envoie au Parlement européen et elle envoie au Conseil des États membres. Continuons notre comparaison. Le Parlement européen, c'est notre Assemblée nationale, et le Conseil des États membres, eh bien, c'est notre Sénat. Et le législatif, bicaméral, Parlement européen et Conseil des États membres, vont, en utilisant les navettes que l'on connaît en France, avec des lectures, des amendements, si le projet n'arrive pas à trouver un consensus, des comités de conciliation, élaborer la loi européenne. Alors jusqu'à présent, vous me direz que finalement c'est assez simple. Oui, sauf que, une fois qu'on a décrit ça, il faut prendre conscience à un autre niveau de plusieurs interférences qui complexifient la donne. Je reprends. La Commission européenne est censée avoir l'initiative, certes. Seulement, son initiative est challengée à l'heure actuelle par 2 éléments. Le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui
tous les 3 mois depuis le traité de Lisbonne, se réunit et qui va faire un compte-rendu, on appelle ça les conclusions du Conseil de l'Union européenne, qui est tellement détaillé et porte sur tant de sujets, énergie, Ukraine, réglementation bancaire, j'en passe et des meilleurs, que je vois mal la Commission européenne, qui est l'organe exécutif, ne pas prendre sa copie pour s'inspirer de manière très proche et du coup présenter des initiatives alors qu'elles ne sont pas forcément de son goût. Donc en fait, la Commission a perdu de son pouvoir de moteur. Deuxième niveau, le Parlement européen, qui est élu au suffrage universel direct, donc qui est légitime politiquement, n'a pas officiellement l'initiative. Mais croyez-vous que les députés se privent de proposer des initiatives? Bien évidemment que non. Et lorsqu'une initiative est proposée par le Parlement européen, de la même manière, je vois très mal, dans le petit jeu politique entre les 3 institutions, la Commission européenne faire fi de cette initiative et la mettre dans les tiroirs. Autrement dit, la Commission européenne, dans son rôle de leader d'exécutif de proposition, a perdu une grande capacité à être le moteur de l'Union. Deuxième problème qui complexifie la donne. La Commission européenne est le seul organe qui n'est pas élu, qui n'est pas directement l'émanation des votes des peuples. Parlement européen, élection au suffrage universel direct, Conseil des chefs d'État et Conseil des ministres, émanation de la représentation des États membres. Donc légitimité politique des deux côtés. La Commission s'est transformée peu à peu en cette fameuse technocratie européenne qu'on évoque. Effectivement, son rôle maintenant, c'est l'expertise, c'est analyser des propositions, des rapports, des politiques et ensuite aller les faire valider dans le cadre du pouvoir législatif. Donc elle a perdu ce rôle de moteur. Alors qui peut le prendre? En bonne logique, le législatif, puisque ce n'est pas l'exécutif. Et là, le bât blesse. Parce que les évolutions des différents traités, de la CE en passant par le traité de Maastricht, Nice, j'en passe et des meilleurs, et arrivé à l'actuel traité qui est le traité de Lisbonne, a fait en sorte que finalement le Parlement européen et le Conseil des ministres soient quasiment à égalité. Il y a donc une vraie difficulté pour faire émerger un leadership. Et lorsque ça fonctionne sous une forme de consensus qu'on recherche souvent à Bruxelles, ça fonctionne. Mais lorsqu'il y a un blocage sur un intérêt vital, les États n'hésitent pas à sortir le drapeau rouge sous la forme du concept d'intérêt vital. Quand on est 28 États membres, il n'y en a pas un autour de la table qui n'émette pas à propos d'une politique, d'un texte, d'un budget, de l'attribution d'une décision ou autre, le drapeau rouge du veto. Donc, le problème était essentiellement un problème de leadership, c'était mon deuxième point. Comment faire en sorte que de ce triangle des Bermudes, Commission, Parlement européen et Conseil des ministres, émerge quelqu'un qui soit capable de trancher une fois que l'ensemble des parties prenantes a évoqué son point de vue et posé sur la table ses propres sujets. Je reste fidèle à l'idée de l'Europe de Jean Monnet et de Schuman. Je pense que c'est à la Commission, et plus précisément au président de la Commission, d'assumer ce rôle d'arbitre, parce qu'il est censé représenter l'intérêt communautaire qui est au-delà de l'intérêt des États membres et qui est parfois au-delà de l'intérêt des citoyens. Je fais un pont avec les questions de gouvernance d'entreprise, c'est exactement la même problématique. Y a-t-il en gouvernance d'entreprise un intérêt d'entreprise qui est au-delà des parties prenantes? Y a-t-il en gouvernance publique un intérêt public européen qui est au-delà de l'intérêt des nations, des citoyens, des consommateurs ou des lobbies? La réponse est oui, et il faut mettre en place, faire un système, faire évoluer le système pour que le citoyen le comprenne mieux et surtout comprenne qui est leader. Autrement dit, il faut désormais politiser notre système institutionnel. C'est sans doute le grand défi des années à venir. Nous avons donc tenté, en quelques minutes, et c'est un sacré challenge, d'expliquer comment fonctionnait notre fameux système institutionnel européen. Qu'est-ce qu'il faut garder en mémoire?
Certes pas les procédures complexes, les avis, les décisions, les propositions, c'est pas ça le sujet. Et d'ailleurs, je pense que le citoyen français n'y connaît pas plus à échelle nationale que ce qu'il connaît au niveau européen. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est les enjeux politiques. C'est comment est-ce que, au travers de ce triptyque Commission, Parlement européen, Conseil, législatif, exécutif, il y a l'émergence d'une décision politique qui va au-delà de l'intérêt national et qui permet de faire avancer l'Europe.